Voilà, vous avez là le petit pop-up qui est arrivé. Eh bien, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire, ce premier webinaire de l'année portant sur l'économie sociale et solidaire. Ce cycle de 5 webinaires s'ancre dans un partenariat national avec le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, et le RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Vous avez donc 4 autres webinaires qui sont programmés dans l'année. On prendra un petit temps à la fin de ce webinaire pour vous présenter les autres webinaires à venir. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à mieux comprendre les fondements et l'organisation de l'économie sociale et solidaire en Bretagne, avec un focus, on va dire, un petit peu sur la loi de l'ESS, puisque c'est les 10 ans de la loi ESS cette année. Donc voilà, on va faire quelques petits parallèles là-dessus. Et de mon côté, donc, je suis Floriane Desilles, je suis chargée de mission sensibilisation à l'économie sociale et solidaire à la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est la CRES maintenant, puisque du coup, on aura l'occasion de le voir pendant le webinaire. Donc, je vais animer ce webinaire pendant 2 heures. La clôture du webinaire est prévue pour 11h30. Et j'ai à mes côtés des intervenants ici présents. Donc, peut-être chacun va faire un petit coucou. Je vais donner vos noms pour que vous puissiez identifier chacun, chacune. Grégory, si tu peux juste nous dire qui tu Bonjour, es. Grégory Huchon, directeur de la CRES Bretagne. Merci. Anne-Laure. Bonjour, Anne-Laure Federici, déléguée générale du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Merci. Thierry. Bonjour à toutes et tous, Thierry Couret, je suis correspondant régional à l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Merci Thierry. Et Gaëlle, bienvenue. Je n'avais pas encore vu ton arrivée. Bonjour, oui, excusez-moi pour mon retard, j'ai eu quelques petits soucis de connexion. Donc, Gaëlle Ostradic, je suis conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire en région Bretagne. Eh bien, merci à vous donc pour cette présentation. Ils auront l'occasion là, de se représenter peut-être au moment venu, en tout cas de représenter les structures pour lesquelles ils sont là aujourd'hui. Le webinaire est constitué de différents moments et à chaque fois, il y aura à la fin de chaque partie un temps d'échange, de réaction, de questionnement. Donc, n'hésitez pas à prendre part à ces échanges. C'est aussi grâce à vos questionnements et vos retours que le webinaire va nous permettre d'avancer. Et voilà, on va pouvoir le faire vivre un maximum. Donc, n'hésitez pas à poser des questions quand vous en avez. Eh bien, je vous propose qu'on démarre de ce pas. Je vais partager mon écran. Hop. Et je vais pouvoir du coup laisser la main à Thierry pour un rappel sur la loi ESS et sur sa construction. Est-ce que Merci, le partage merci Floriane. d'écran fonctionne? Oui, Parfait. c'est bon pour moi. Donc, rebonjour à toutes et tous. Oui, il nous semblait important de revenir un peu sur le contexte qui a présidé à l'élaboration de la loi 2014, parce que, bien sûr, cette loi n'est pas venue de nulle part. Elle s'inscrit dans un continuum, on peut le dire, historique. C'est pas un aboutissement, ce n'est sans doute qu'une étape. On pourra y revenir, en fait, c'est 10 ans aujourd'hui, enfin cette année. Mais elle est intervenue à un moment où il fallait répondre à un double enjeu, celui d'abord d'un besoin de différenciation de la part des acteurs historiques. Je reviendrai sur ce que sont les acteurs historiques par rapport à d'autres structures qui, depuis quelques années déjà, au moment de l'écriture de la loi et de sa discussion, communiquaient sur leur engagement, leur responsabilité sociale, leur impact social, etc. Et qui faisait que les historiques de l'économie sociale et solidaire sentaient qu'il y avait peut-être nécessité de faire une différence entre leurs modalités d'action et celles d'autres entités économiques plus conventionnelles. Il s'agissait aussi, et peut-être surtout, de développer et de légitimer une politique publique adaptée à ces acteurs et différenciée en fonction à la fois de leurs besoins, mais aussi justement
de leur nature ou de leur statut juridique assez particulier. Alors, je reprends, mais enfin, je lis ma slide un peu à l'envers, mais alors, non, pardon, Floriane, si tu peux remonter un peu. Je voulais quand même faire un petit peu d'histoire, mais pas trop, pour expliquer d'où vient la loi ESS. La loi ESS, en fait, elle consacre en principe juridique des valeurs qui ont été développées par un certain nombre d'organismes ou de structures au fil, en particulier du 19e et du début du 20e siècle, qu'on appelle les structures historiques et qui sont essentiellement les associations, alors pas dans l'ordre chronologique, hein, mais enfin, les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives. Et ces structures historiques-là ont, notamment par leur activité ou la manière dont elles envisageaient leur activité, contribué au développement de valeurs. Voilà. Et ces valeurs sont, donc la loi les transforme en principes juridiques, qui sont au nombre de 3. Une utilité sociale au-delà de la seule activité commerciale, la recherche d'une utilité sociale au-delà de la seule activité commerciale, des principes de gestion dits démocratiques, ou en tout cas ouverts aux parties prenantes de la structure, que ce soit les bénéficiaires, en particulier les bénéficiaires. Et puis, troisième valeur que la loi transforme en principe, donc gouvernance démocratique, utilité sociale, et dernier point, c'est une lucrativité limitée ou encadrée ou raisonnée, enfin ça dépend. En fait, historiquement, tout a débuté un peu, alors à quelques années près, d'abord peut-être par le mouvement mutualiste, notamment dans le Nord, etc., où certaines professions, notamment les mineurs, face à l'absence des pouvoirs publics sur la prise en charge, notamment des risques maladie, invalidité, décès, ont décidé de se constituer en organisme mutuel pour assurer la protection de leurs membres. Donc, ces mutuelles ont participé notamment à la définition du principe d'utilité sociale, mais aussi de gestion démocratique, puisque tout mutualiste a droit à définir la stratégie de la structure. Parallèlement, ou à quelques années près, s'est développé aussi le mouvement coopératif, et la Bretagne, à cet égard, a quelques antécédents historiques aussi en la matière, notamment en termes de coopération agricole. Et ce mouvement coopératif, lui, il a contribué à l'émergence de ce principe démocratique qu'il applique suivant le principe « une personne, une voix ». Mais aussi, bien sûr, à la définition du principe de lucrativité limitée, puisque les coopératives, vous le savez sans doute, ont obligation de mettre en réserve la majorité de leurs bénéfices, dans des réserves qui ne sont pas partageables entre les associés. Et enfin, le développement du mouvement associatif, consacré in fine par la loi notamment de 1901, mais qui s'est développé tout au long et aussi du 19e siècle, et qui, lui, a plutôt contribué à la définition de la gestion démocratique, hein, puisque tous les membres de l'Assemblée générale ont droit de vote et de définition des actions de la structure, mais aussi, bien sûr, au principe de la lucrativité limitée, puisqu'elle pousse ce principe jusqu'au bout, jusqu'au principe de non-lucrativité. Voilà. Donc, effectivement, la loi arrive en 2014 face à ce besoin de ces historiques de consacrer ce modèle particulier d'entreprendre, et c'est ainsi que la loi définit l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas un secteur d'activité, ce n'est pas un domaine d'activité, ça ne se réduit pas, par exemple, aux activités autour de ce qu'on appelle désormais le care, hein, insertion, soins, éventuellement activités de santé, ça va bien au-delà.
ça impacte tous les secteurs de l'activité économique. On trouve des structures de l'ESS dans tous les domaines économiques en France. Voilà. Qu'est-ce que j'ai déjà perdu le fil. Voilà, donc ce n'est pas une activité, c'est un mode d'entreprendre. Et donc ces valeurs, la loi les érige en principe. Et elle reconnaît ainsi l'apport de ces historiques, leur contribution au développement de ce modèle. En parallèle, elle demande à ces historiques de faire preuve un peu d'ouverture face à des entrepreneurs qui souhaitent s'engager dans une activité entrepreneuriale tout en prenant en compte non seulement leur impact sur leur territoire, notamment vis-à-vis de leurs partenaires, mais qui s'interrogent aussi sur la manière dont elles décident elles-mêmes et comment elles partagent la décision concernant leur stratégie ou leur activité, et qui donc intègrent les principes qui ont été développés par les historiques dans leur statut. Voilà. Et donc, on ouvre le champ de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment un des grands apports de la loi de 2014, à des structures commerciales donc, qui relèvent du code de commerce, mais qui intègrent les principes de l'économie sociale et solidaire au sein de leur statut. Voilà. Donc, je vous le disais, ça couvre tous les secteurs de l'activité. Et en Bretagne, le poids de l'ESS est très important et c'est même encore, malgré la petite taille, entre guillemets, de la région, la région où l'ESS est le plus développé en France, puisque à ce stade, grosso modo, l'économie sociale et solidaire représente un peu moins de 20% des emplois dans le secteur privé, ce qui est très significatif. Et à ce titre, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, elle participe, alors bien sûr, ces 20%, ça regroupe des diversités de structures ultra variées. On va du petit club sportif jusqu'à la grande mutuelle, en passant par la grande banque coopérative, jusqu'à la petite SIC de territoire, voilà. Donc, ou alors l'école privée associative, qui a beaucoup de poids en Bretagne, à la fois confessionnelle et linguistique. Donc voilà, ça recouvre bien sûr des activités très diverses, mais qui se regroupent autour de principes communs de gestion. Voilà. Et si je dis que ça participe à la biodiversité de l'économie bretonne, c'est qu'on se rend compte statistiquement que ce poids de l'ESS permet en particulier une résilience de l'économie lors des crises. On l'a bien vu lors de la crise du Covid, par le rôle qu'ont joué les structures de l'ESS, notamment, je ne sais pas moi, bon, par exemple, quand il a fallu créer des masques parce que les masques n'arrivaient pas, on s'est tourné vers des structures de l'ESS qui ont proposé des solutions. Quand il a fallu organiser des paniers repas parce que les gens n'osaient plus ou ne pouvaient plus s'approvisionner dans les structures de la grande distribution, là aussi, l'économie sociale a joué son rôle. Donc, elle a un effet stabilisateur sur l'économie, elle participe à la biodiversité et donc à la stabilité et aussi au dynamisme de l'économie bretonne. Et cette slide, justement, représente bien un petit peu la diversité de l'économie bretonne, de par des quelques chiffres clés. Évidemment, il y en a plein d'autres, des chiffres, mais voilà, c'était aussi vous montrer qu'on retrouve l'économie sociale et solidaire dans différents endroits. Tu parlais tout à l'heure, Thierry, des clubs sportifs, 9000 clubs sportifs, ce qui représente 1 million de licenciés. On a parlé des banques, voilà, un emploi sur deux dans une banque et dans les assurances relève de l'économie sociale et solidaire.
Voilà, deux emplois sur trois dans les services à la personne, 27% des places en crèche en Bretagne relèvent de l'ESS, et des exemples comme ça, voilà, il y en a plein d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé une publication qui s'appelle Ce que l'ESS apporte au territoire, qui est une publication qui est vraiment dédiée aux collectivités. Peut-être que vous l'avez déjà vue, et si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Elle valorise vraiment les coopérations entre les acteurs publics et les acteurs de l'ESS sur les territoires au travers de 13 secteurs, enfance, jeunesse, insertion, environnement. Voilà, il y a plein de structures qui sont présentées, voilà, des acteurs structurants. Et ensuite, pour chacun des secteurs, 2, 3, 4, 5 initiatives inspirantes qui ont permis la coopération entre les acteurs publics et les structures de l'ESS. Cette publication est en ligne sur notre site internet, et du coup, vous aurez la présentation après le webinaire, et donc vous pourrez facilement cliquer sur les liens cliquables du PowerPoint pour aller découvrir toutes ces publications. Et Et juste peut-être, Floriane, ouais. oui, pardon, si tu le permets, il y a un point que j'ai oublié qui me semble vraiment important, c'est de dire euh, euh, que désormais, donc, le soutien au développement de l'économie sociale et solidaire n'est plus une question d'orientation politique, hein. La loi fait de ce soutien un objectif de politique publique. Donc, ce n'est pas une politique ni de gauche ni de droite. Et d'ailleurs, on le voit, depuis que cette loi a été votée, tous les gouvernements, quelle que soit leur coloration, ont poursuivi, bon an, mal an, le soutien au développement de ces structures. Et voilà, on peut s'interroger, avant de se dire comment aider les structures de l'ESS à se développer, on peut se demander pourquoi les aider. Et encore une fois, je pense qu'il est important, c'est de se dire que d'abord, ce sont des relais très importants, vous le savez mieux que d'autres, vous qui êtes en collectivité, des relais très importants de nos politiques publiques sur les territoires. Donc, il faut s'assurer, on a intérêt collectivement à s'assurer de la pérennité de leur modèle, notamment de leur modèle économique, et de voir ensemble comment on peut les aider à assumer des fonctions qui nous intéressent au premier chef. Voilà. Pardon, Florian. Non, très bien, merci Thierry. Et on poursuit peut-être juste sur l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire, qui reprend pas mal de publications à destination des collectivités qui peuvent tout à fait vous intéresser. La CRES Bretagne, du coup, anime cet observatoire régional avec, du coup, une expertise de traitement, d'analyse de données qui nous permettent, du coup, d'éditer des publications à destination principalement des collectivités, mais aussi des acteurs de l'ESS. Ce qu'on appelle la collection des data ESS. Vous retrouvez la petite image là sur le côté qui va présenter vraiment des chiffres clés de l'emploi par statut, secteur, des évolutions récentes. Et il existe du coup des data ESS à différentes échelles, à l'échelle du coup des pays bretons, des EPCI, à l'échelle des départements, à l'échelle régionale. N'hésitez pas à aller voir justement cette collection peut-être sur le territoire dédié sur lequel vous êtes si vous souhaitez un petit peu en savoir plus. En tout cas, c'est ce qui paraît être, on va dire, les outils les plus à même de vous intéresser. Après, il existe des panoramas un peu plus conjoncturels ou même parfois des panoramas un peu plus thématiques que vous pourrez aller découvrir et qui sont du coup là plutôt à l'échelle régionale. Et ensuite, l'Observatoire régional, c'est aussi une offre de service à destination des collectivités pour, par exemple, vous fournir des listes d'entreprises ESS, des données complémentaires sur l'ESS. Voilà, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet voilà, les différentes publications existantes, et les chiffres clés vous ont été voilà, présentés tout à l'heure par Thierry. Voilà, Thierry, est-ce que tu penses à d'autres choses sur cette partie-là, avant qu'on prenne peut-être quelques questions, quelques remarques s'il y en a? Peut-être aussi dire qu'en définissant ce champ de politique publique, la loi aussi a voulu sécuriser l'action des pouvoirs publics et des collectivités locales en direction de ces structures-là. On y reviendra au fil des interventions et notamment avec Gaël et Anne-Laure, mais ça me semble important de dire que c'était pas simplement pour les acteurs, pour la famille ESS que la loi a été créée, mais aussi pour faciliter, sécuriser juridiquement également l'intervention des collectivités publiques
en direction des structures de l'ESS. Merci Thierry. On va prendre quelques petites questions ou remarques si vous en avez. Je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Pauline, Thomas, je vous laisse la parole. Oui, merci. Moi, j'ai une question, en fait, c'est comment une structure fait pour être légitimée structure ESS? Parce qu'il y a des principes fondateurs, il y a des valeurs. Moi, j'ai entendu parler récemment de l'agrément ESUS aussi. Est-ce qu'il y a un contrôle? Comment on fait pour justifier d'être une structure ESS? Alors, l'entrée en ESS est déclarative. Donc, elle n'est pas contrôlée a priori. Il suffit de déposer des statuts qu'on considère conformes à la loi, et notamment à son article 1er, sur les 3 principes que je vous ai rappelés, de déposer ces statuts au greffe et de cocher une case. Il n'y a pas de contrôle a priori, on n'est pas sur un système de contrôle à l'entrée. En revanche, la loi confie au CRES la possibilité d'ester en justice pour contester éventuellement, et c'est déjà arrivé dans d'autres régions, pas en Bretagne, mais dans d'autres régions, pour contester la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire à une structure qui se déclarait comme telle. Vous avez fait référence à l'agrément ESUS. Alors là, pour le coup, l'agrément ESUS, on y reviendra peut-être, il a été conçu comme un sous-ensemble plus restrictif du grand ensemble de l'économie sociale et solidaire. Et comme il donne accès à un certain nombre de dispositifs, notamment financiers, adaptés à ces structures-là, ou en tout cas faits pour spécifiquement répondre à leurs besoins économiques. Du coup, là, il y a un contrôle a priori et a posteriori tous les 5 ans du respect de ces conditions-là. Voilà. Merci. Merci Thierry. Et je vois qu'il y a une autre question. Isabelle. C'était la même question, en fait. Ok, parfait. Merci. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que... Quand vous parliez de déposer au greffe pour des associations, ça ne va pas jusque-là nécessairement? Alors oui, bien sûr, pour les associations, je parlais surtout pour les sociétés commerciales, puisque, comme je vous le disais, en fait, comme la loi consacre l'apport des historiques, elle les intègre de droit dans l'économie sociale et solidaire. La seule question qui s'oppose, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous avez le statut d'association, de fondation, de mutuelle ou de coopérative, quelle que soit la coopérative, puisqu'il y a plusieurs types de coopératives, dès que vous avez un statut, entre guillemets, d'historique, vous êtes considéré comme appartenant à la SS. La seule question qui se pose, c'est pour les sociétés commerciales entrantes, puisqu'il y a un risque un peu de social washing, comme on dit, ou, voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais du dépôt au greffe, parce que ça concerne les sociétés commerciales. Merci. Et peut-être juste pour compléter sur la partie des historiques, en fait, s'ils sont automatiquement relèvent de l'économie sociale et solidaire, c'est parce qu'ils respectent aussi de base Voilà, des principes d'emblée. D'emblée, en fait. Et c'est pour ça, en fait, qu'on les reconnaît de l'économie sociale et solidaire. C'est pas parce qu'ils sont juste associations, ou coopératives, mutuelles ou fondations. Voilà. C'est parce que ces statuts-là sont censés respecter des principes de base. Et donc, du coup, pour les autres sociétés, les sociétés commerciales qui, elles, donc, peuvent, par exemple, demander l'agrément ESUS, c'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, elles vont, entre guillemets, prouver qu'elles respectent ces principes en faisant, par exemple, cette demande d'agrément ESUS. Grégory, tu avais levé la main? Oui, mais je voulais à peu près dire ce que tu viens de dire, donc ça va. Non, peut-être Ok. juste redire que dans les sous-textes du débat de 2014, il y a eu effectivement la question de est-ce qu'on met un label ou pas un label? Et pour de raisons, on est arrivé sur cette proposition-là. Ce que complète la loi quand même sur la question du périmètre d'appartenance, là, c'est pour les historiques notamment, c'est de demander à chaque structure de l'ESS de présenter en assemblée générale un guide des bonnes pratiques pour montrer en quoi les pratiques qu'elles ont sont conformes à des principes de gestion, de finalité d'utilité sociale, de lucrativité limitée, de gestion démocratique et d'autres enjeux. Le problème dans la loi, c'est qu'il n'y a pas eu de moyens pour mettre en place cette disposition. Du coup, elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou besoins de compléments avant qu'on passe à la suite? N'hésitez pas à utiliser soit le chat ou à lever la main comme ce qui vient tout juste d'être fait. Ok, je ne vois pas de main qui se lève ni de questions dans le chat, donc je vous propose qu'on poursuive. Donc tout à l'heure, on est passé un petit peu vite, mais l'idée là du webinaire, c'est de revenir sur les grands objectifs de la loi ESS, principalement 3 objectifs. Donc là, on vous en présente 5. Et pour ce webinaire, on va faire un focus particulièrement sur 3 de ces objectifs pour vous faire comprendre justement ce qu'est l'organisation de l'économie sociale en Bretagne et comment du coup ça peut se traduire dans les politiques publiques. Donc on a vu là avec Thierry Couret la partie on va dire un peu plus numéro 1, l'objectif numéro 1 qui était reconnaître l'ESS comme un membre d'entreprise spécifique. Donc vous l'avez vu avec les grands principes et un petit peu ce qu'on vous a présenté. Là on va s'attarder sur l'objectif numéro 2 sur le fait que la loi souhaitait consolider le réseau, la gouvernance et les outils de financement des acteurs de l'ESS. Je vais du coup juste après passer la parole à Grégory. Et on terminera sur l'objectif 5 avec l'objectif de renforcer les politiques de développement local et durable avec Anne-Laure du coup du RTES et Gaëlle donc de la région Bretagne. Je te laisse du coup la main, Grégory. Ton micro peut-être? Ouais, mon micro, c'est mieux. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, la loi de 2014 comporte un certain nombre d'articles. En gros, dans la présentation que vous a fait précédemment, on était sur les articles 1, 2 et 3. Et là, on va dérouler sur les articles 4, 5, 6 qui correspondent au chapitre 2 de la loi. Les chapitres de cette loi concernent la façon dont l'économie sociale et solidaire s'organise. Pour reprendre ce que disait Thierry Couret à l'instant, la loi elle vient à la fois constater une organisation existante et donner une direction complémentaire à cette organisation. Cette organisation de l'économie sociale et solidaire, historiquement, c'est ce que vous avez sur la gauche de votre diapo, elle a une organisation fédérative sectorielle statutaire par secteur d'activité. Par exemple, vous avez la Fédération des auberges de jeunesse, vous avez l'Union pour l'habitat des jeunes, vous avez les mutuelles de santé qui sont regroupées par secteur d'activité. Voilà, vous en avez un grand nombre qui sont organisés par secteur d'activité. Vous avez des branches professionnelles qui sont structurées au niveau de syndicats employeurs. Et puis, vous avez aussi une organisation de l'économie sociale et solidaire par statut. Le mouvement associatif, la Confédération générale des SCOP, la mutualité aussi, la coopération dans son ensemble. Voilà. Donc, historiquement, l'économie sociale et solidaire s'est progressivement structurée dans une logique du local au national, un peu classiquement dans nos organisations en France, qui est quand même un pays centralisé, donc avec des réseaux nationaux, sectoriels, fédératifs. Voilà. Donc ça a été la construction historique de l'économie sociale et solidaire qui s'est, au fil des années, structurée complétée, on va dire, par une organisation territoriale horizontale en région par la création des CRES à partir de la CRES Bretagne, c'est 1995. Hein. Donc, mais c'est à peu près un mouvement similaire dans l'ensemble des régions, c'est-à-dire un mouvement taux ascendant des structures des territoires qui veulent s'organiser et qui créent des CRES dans chacune des régions. Et puis au niveau national, une structure fêtière qui s'organise. Bon. Avec une spécificité bretonne qui n'est pas inscrite dans la loi, qui est le fait d'avoir mis en place en Bretagne, et on en parlait dans mon petit groupe tout à l'heure, notamment sur Morlaix, des pôles locaux de l'économie sociale et solidaire qui viennent structurer l'économie sociale et solidaire à l'échelle territoriale. Et donc la loi, elle vient reconnaître ce mode d'organisation. Et on peut peut-être passer à la diapo suivante, si tu veux bien, Floriane. Elle vient poser 2 principaux articles. L'article 4 qui on va dire, reconnaît les CRES comme espace de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire et de regroupement des entreprises. Donc, c'est l'article 6 de la loi. Et puis, l'article 5 de la loi qui reconnaît, qui reconnaît et qui appuie d'une certaine manière pour la nécessité de créer une structure fêtière au niveau national qui s'appelle désormais ESS France.
Il y a eu du chemin de parcouru depuis 2014 et aujourd'hui, enfin en 2019, les CRES se sont regroupés au sein de SS France avec les autres organisations fédératives. Et vous avez là, par exemple, je vous ai mis des éléments de la gouvernance de la CRES pour que vous compreniez. On retrouve à la fois dans la gouvernance de la CRES des entreprises, des fédérations, des structurations statutaires. Donc, les fédérations, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Les statutaires, c'est les mêmes que je vous ai cités tout à l'heure, une régionale des scopes et cycles, les mouvements associatifs, la fédération des entreprises d'insertion, par exemple. Des logiques employeurs, on retrouve un syndicat employeur qui regroupe l'ensemble des autres syndicats employeurs, qui s'appelle l'UDES. Et puis, spécificité bretonne, nous avons une logique territoriale avec des pôles ESS qui regroupent eux-mêmes des organisations de l'économie sociale et solidaire. On retrouve ce type d'organisation dans d'autres régions en France, peu, en Pays de la Loire notamment, vous avez une structuration départementale qui regroupe des entreprises et des organisations de l'économie sociale et solidaire qui adhèrent à la CRES, mais dans d'autres régions, les organisations et entreprises adhèrent directement à la CRES, voilà, dans la plupart des régions. Donc ça, c'est une spécificité bretonne qui permet à notre organisation collective d'avoir en proximité des espaces de regroupement et de rassemblement et d'inscription plus forte de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Voilà, donc ce qui fait globalement l'organisation politique de l'économie sociale et solidaire se structure aujourd'hui autour d'une chambre régionale de 19 pôles. Vous avez les comment dire, les petits points là qui le représentent. Et puis les pôles et la CRES ont complété leurs organisations par quatre tags, donc, qui sont des structures complémentaires qui viennent apporter des dispositifs que les pôles ne pouvaient pas assurer à l'échelle de chacun des pays. Donc, qui sont les tags avec 3 offres de services dans les tags, une offre de service sur le lead au projet, une offre sur l'incubation de projet et une offre sur, s'appelle révélateur, sur l'appui notamment des collectivités, mais aussi de structures du territoire à l'émergence d'activités d'entreprises qui correspondent à des besoins sociaux du territoire. Et puis, on a collectivement aussi créé une coopérative d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, le CRIC, qui vient notamment en support pour le portage des coopératives jeunesse de services. Peut-être que vous avez entendu parler de ce terme-là, qui sont des coopératives qui permettent à des jeunes mineurs de faire l'apprentissage de l'entrepreneuriat collectif pendant un séjour d'été. Voilà. Donc, ce collectif-là représente une 60aine de salariés, 70 même sur toute la région, 900 organisations de l'ESS adhérentes, 700 porteurs de projets accueillis, enfin, 50 d'entreprises de l'ESS propulsées, etc. Parallèlement à ce collectif-là, enfin à côté de ce collectif-là, il y a plus globalement un écosystème d'accompagnement, de formation et de financement dans lequel on va retrouver des partenaires opérationnels, des dispositifs d'accompagnement et des pouvoirs publics qui viennent en appui, en co-construction avec l'ensemble de ces partenaires, aussi en portage d'un certain nombre de dispositifs. Donc, on vous a mis quelques noms. Il faudra, dans une prochaine édition, qu'on clarifie cette slide-là. Mais vous retrouvez donc des partenaires opérationnels que sont le mouvement associatif, enfin, je ne vais pas toutes les reciter, mais des partenaires qui portent des dispositifs, par exemple, le mouvement associatif qui porte depuis quelque temps un dispositif qui s'appelle Guidasso, qui vient en appui aux associations sur les territoires. Vous avez France Active qui porte, par exemple, un dispositif qui s'appelle le DASES, qui vient en appui à des structures de l'économie sociale et solidaire. Vous avez Kejal, qui est un opérateur qui porte un dispositif de formation qui s'appelle CREOPS sur l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire, ainsi de suite. Vous avez Ascoria, le CCB, qui porte un dispositif de formation de dirigeants d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, ces dispositifs sont soutenus, financés par les pouvoirs publics, en particulier l'État, la région, la Banque des territoires, les départements, et constituent un écosystème large d'accompagnement des entreprises de l'ESS, des collectivités aussi, puisqu'il y a là-dedans des solutions possibles pour les collectivités, et pour tout porteur de projet citoyen qui souhaite créer son activité dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Je n'ai pas été exhaustif sur tout ce point-là, mais s'il y a besoin, on pourrait y revenir. On est au niveau de la CRES en train de travailler sur une plaquette de présentation de
avec l'ensemble des partenaires, tous ces dispositifs et qui fait quoi là-dedans. Et puis, vous aurez, avec le PowerPoint, quelques liens là, qui sont mis parfois sur les slides qui vous permettent du coup d'aller compléter les informations en fonction de ce qui a été dit. Grégory, avant qu'on passe peut-être à la phase de questions, est-ce que c'était OK pour toi? Oui, oui, j'ai essayé de faire assez rapide parce que le programme est dense, mais Pas de souci, merci. Si vous avez des questions, des remarques ou des compléments, c'est le moment, soit sur le chat, soit en levant la main. Et je vois que Thierry, tu as levé la main, nous t'écoutons. Alors, je ne veux pas préempter les questions, s'il y en a peut-être d'abord, mais Pour s'il n'y a l'instant, il pas n'y d'autres. a pas de questions, vas-y, ouais. Il me semblait intéressant de revenir en particulier sur 3 points sur l'intervention de Grégory. D'abord, Grégory a rappelé les spécificités bretonnes, notamment en termes d'antériorité de la CRES par rapport à la loi de 2014, puisque la CRES existe en Bretagne depuis 1995. Alors, en tant que représentant de l'État, tout à fait neutre, je tiens à dire que la CRES Bretagne, en fait, a servi de modèle aux dispositions législatives qui ont été intégrées en 2014, parce que c'est une des CRES, c'était et c'est toujours, il faut le dire, une des CRES les plus dynamiques et un des modèles de développement les plus typiques de ce que le législateur avait en tête, à savoir amener les CRES vers une consularisation. Voilà. Faire des CRES les consulaires de l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi la loi donne aux CRES exactement les mêmes compétences que n'importe quel autre consulaire, CCI, CMA, Chambre d'agriculture. C'est exactement le même champ de compétences. Les seules différences, c'est que les établissements consulaires sont des EPIC, des établissements publics. Les CRES sont des associations. Deuxième différence, c'est que les consulaires, l'adhésion au consulaire est automatique en fonction de son activité, tandis que l'adhésion au CRES est libre et volontaire. Et enfin, troisième différence, c'est que les consulaires peuvent collecter des taxes parafiscales directement qui servent à leur financement, ce que la loi n'a pas pu autoriser au CRES dans le cadre des discussions parlementaires et des équilibres en jeu au moment du vote de la loi, notamment puisqu'il y avait un sujet, c'est que en raison du caractère transversal des CRES et de l'économie sociale, puisque je vous le disais, ça peut être n'importe quelle activité, du coup, ça posait d'abord un problème de double inscription en fonction de son activité à une chambre consulaire spécifique et en fonction de son mode d'entreprendre à la CRES. Et donc, les consulaires historiques avaient peur de voir s'enfuir une partie de leurs membres et donc baisser leurs revenus financiers. Et puis, effectivement, dans les arbitrages politiques finaux, avant la discussion de la loi, il n'a pas été possible de flécher une partie des taxes farafiscales vers les CRES et donc de résoudre complètement, en tout cas, la problématique de leur financement. Elles font l'objet de subventions nationales, elles ont une petite enveloppe nationale qui est censée les financer sur leurs fonctions socles, leurs fonctions légales qui leur sont attribuées par la loi. Très faible, voilà, autant le dire. Pour la Bretagne, c'est à peine un équivalent temps plein pour l'ensemble des fonctions consulaires. Jusqu'à présent, régulièrement, les discussions réémergent de financement des CRES et de la possibilité pour elles de pouvoir au moins se voir affecter une partie des taxes parafiscales des consulaires, mais à ce stade, voilà, ça n'a pas encore été possible au vu des équilibres politiques.
Et enfin, je voulais un dernier point rapidement, revenir sur l'organisation institutionnelle en Bretagne. Là aussi, spécificité bretonne, les principaux acteurs régionaux se sont regroupés au sein de ce qu'on appelle désormais un comité stratégique qui regroupe le conseil régional, l'État, la CRES, les financeurs représentés par France Active Bretagne, les SCOP représentés par l'Union régionale des SCOP, le mouvement associatif représenté par le MAB, la Banque des territoires, aidez-moi si j'en oublie, les collectivités locales volontaires, infrarégionales volontaires. On est ouvert à toute collectivité intéressée par les sujets et qui souhaite participer à la construction d'une politique régionale. Et ce comité stratégique, on y reviendra, d'abord, il est chargé de suivre et de définir les grandes orientations de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire en co-construction avec les acteurs du secteur, comme l'a rappelé Grégory. Et puis d'articuler les différents outils qui sont mis en place par les différents partenaires pour l'aide au développement du secteur. Voilà. Merci Thierry. On prendra un temps un petit peu plus poussé sur le sujet avec Gaël Lestradic tout à l'heure, sur le sujet de la stratégie régionale ESS notamment et de la conférence régionale. Merci pour ces compléments. Est-ce que certaines ont des questions, des remarques ou des besoins de compléments sur ce qui a été dit jusque-là? C'est le moment avant qu'on ne passe à la suite. Ok, je ne vois pas de main qui se lève. Je vous propose, il est toujours possible, hein, n'hésitez pas à mettre vos compléments ou vos réflexions dans le chat en attendant. Je vous propose du coup qu'on poursuive sur la dernière partie qui va s'attacher du coup à l'objectif numéro 5 que je vous présentais tout à l'heure sur l'objectif de renforcer les politiques de développement local durable avec donc du coup Anne-Laure Federici du RTES et donc Gaël Lestradic pour la région Bretagne qui est du coup un partenaire phare de la CRES sur nos projets en général et notamment sur les webinaires. On va pouvoir du coup poursuivre et je crois que Anne-Laure, c'est toi qui démarres. Oui, merci Floriane. Rebonjour, donc Anne-Laure Federici, je travaille au sein du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est un réseau national qui rassemble donc à l'échelle nationale un peu plus de 195 collectivités locales de tout niveau. La particularité du réseau, c'est que dans ces collectivités, on retrouve dans ce réseau des conseils régionaux, donc notamment le conseil régional Bretagne, avec donc Gaël Lestradic qui est au conseil d'administration du RTES, des départements, par exemple le département d'Ille-et-Vilaine a été un département engagé depuis longtemps au sein du RTES, des métropoles, des villes, des intercommunalités. Donc, on a tous les niveaux de collectivité au sein du RTES, qui est un réseau qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans, en 2002, par des élus qui ont ressenti le besoin en 2002 de créer à la fois un espace d'échange entre collectivités. Donc, c'était avant la loi de 2014. Donc, pour pouvoir échanger sur quels sont les acteurs de l'ESS de mon territoire, comment les mobiliser en tant que collectivité, comment je peux les aider, est-ce que je peux faire un marché public, voilà, enfin, créer un réseau pour partager ces expériences, ces pratiques. Et puis, dès le début, l'idée du réseau, ça a été aussi de pouvoir porter la parole des collectivités locales à l'échelle nationale et européenne, porter la parole des collectivités locales et faire avancer la place de l'ESS dans les politiques publiques à tout niveau. Voilà, donc c'est un réseau qui s'est développé depuis sa création, autour, donc, comme indiqué, de 5 grands champs d'action. D'abord, faire connaître ce qui se passe dans les territoires, faire connaître ce que font les collectivités locales.
Ah, le diaporama est parti. Organiser des échanges des espaces d'échange entre collectivités à l'échelon régional. Par exemple, Gaëlle présentera le club des collectivités à l'échelle de la région Bretagne. On a aujourd'hui dans 8 régions des clubs régionaux de collectivités locales, mais des espaces d'échange aussi à l'échelle nationale. Par exemple, avec des journées thématiques qu'on a consacrées autour de l'alimentation, autour de la question des filières. Voilà, des journées qui rassemblent des collectivités de toute la France et puis également des journées d'échange à l'échelle européenne, puisqu'on a organisé à Bruxelles un voyage apprenant en octobre qu'on va organiser à nouveau cette année, sans doute à Strasbourg. Donc, c'est favoriser les espaces d'échange, contribuer. Donc, c'est ce que j'indiquais sur le fait que le RTES se fait le relais de la parole des collectivités locales pour faire avancer la loi. Donc, par exemple, dans le cas de la loi 2014, le RTES a été associé à la rédaction de la loi, notamment en ce qui concerne les politiques territoriales. Et que pour nous, donc, ce type de webinaire est aussi très important pour avoir un peu les retours, les positions des collectivités locales sur ce qui pourrait être amélioré. Le RTES est aussi un espace ressources, un espace où les personnes peuvent s'informer, et puis un espace d'accompagnement au travers de l'organisation de webinaires, de formation, donc comme celui-ci, mais à l'échelle nationale. En Bretagne, donc on a aujourd'hui 9 collectivités qui sont adhérentes. Donc, comme je disais, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, la métropole de Brest, de Rennes, l'agglomération de Saint-Brieuc, de Lorient, de Vannes Agglomération, de Redon, et puis la ville de Vannes. Voilà, donc les collectivités adhérentes aujourd'hui au sein du réseau, en sachant que c'est une adhésion de la collectivité dans son ensemble, donc c'est une délibération en conseil municipal ou communautaire pour adhérer au réseau, et avec l'idée à la fois de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ressources, d'appui, mais aussi de contribuer à une dynamique nationale pour faire avancer la place de l'ESS dans les politiques publiques. Et puis, donc, le RTES produit un certain nombre de ressources, mais vous aurez le diaporama avec notamment des points de repère qui sont des 4 pages très synthétiques. Donc, les derniers portés sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif et le rôle possible des collectivités, sur les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique. Et puis, donc, on a également des guides qui, eux, sont basés sur des retours d'expérience de collectivités, des guides méthodologiques, le dernier porté sur les filières, la place des collectivités dans la structuration de filières locales avec l'ESS, et des kits par niveau de collectivité. Donc, tous ces outils sont en libre accès sur le site du RTES. Et ils sont élaborés à partir de ce que font les collectivités adhérentes. Donc, c'est aussi des supports de valorisation de ce que font les collectivités en soutien à l'économie sociale et solidaire. Alors, par rapport à la loi sur l'ESS de 2014, peut-être ce qui a déjà été largement indiqué par les interventions de Thierry et de Grégory, c'est que la loi, ça a vraiment été une étape importante pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire au sein des politiques publiques, au niveau local, au niveau national et même au niveau européen et international, puisque aujourd'hui, il y a un plan d'action à l'échelle européenne, il y a une résolution de l'ONU sur la contribution de l'économie sociale et solidaire au développement des territoires, et ces résolutions s'appuie aussi sur en tout cas impulsée, on va dire, ou favorisée par la loi française de 2014. Plus précisément, il y a plusieurs points d'appui importants dans la loi pour les collectivités. Le premier point qui a été présenté par Thierry, c'est le fait que la loi permet de définir le périmètre des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc ça, c'est vraiment un point d'appui important pour pouvoir flécher des politiques publiques, flécher des financements. Donc aujourd'hui, le périmètre de l'article 1 de la loi de l'ESS, qui a été présenté tout à l'heure, ne fait quasiment plus débat. On est bien dans ce périmètre. Quand on parle d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est bien
dans le périmètre des entreprises, associations, coopératives, mutuelles, fondations ou sociétés commerciales de l'ESS, respectant un certain nombre de principes inscrits dans l'article 1. Donc, le premier point. Le deuxième point sur la structuration de l'écosystème global d'accompagnement et de financement, avec notamment la définition des missions des CRES qui a été présentée par Grégory. Il y a d'autres articles de la loi qui sont aussi des points d'appui importants pour les politiques publiques des collectivités. Alors, d'abord, enfin, la loi a défini ce qu'était la subvention. Ce qui était un petit peu paradoxal, c'est qu'en fait, avant la loi 2014, il n'y avait pas de définition légale de la subvention. La subvention était définie plutôt par jurisprudence, et ce qui fait qu'au sein des collectivités locales, quand par exemple on travaillait avec les services juridiques des collectivités, mais les services juridiques connaissaient très bien le code des marchés publics. Par contre, la subvention, le mode de financement de la subvention, donc où une collectivité finance un projet à l'initiative d'une structure de l'ESS, était peu connu parce que pas défini légalement. La loi de 2014 définit la subvention, à quelles conditions on peut parler de subvention. Donc c'est un point d'appui qui est important, même si avec ses limites, on le verra juste après. La loi définit également donc l'utilité sociale qui a été présentée par Thierry, puisque on s'appuie sur cet article pour définir les entreprises agréées ESUS, les entreprises solidaires d'utilité sociale, mais elle définit aussi l'innovation sociale. Et ça, c'est aussi un point important, notamment pour appuyer les politiques publiques des collectivités qui n'ont plus de compétences de développement économique. Le soutien à l'innovation sociale est un point d'appui important pour pouvoir asseoir une politique publique de soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. La loi définit également les sociétés, la loi a permis aux collectivités de participer au capital de sociétés coopératives d'intérêt collectif, de SIC, à hauteur de 50%. Avant la loi, elles pouvaient le faire qu'à hauteur de 20%. Donc, ça contribue aussi à la lisibilité des SIC et de l'implication possible des collectivités dans les SIC. La loi a également défini les monnaies locales complémentaires, ainsi que les pôles territoriaux de coopération économique. Donc, tous ces projets dont on parle aujourd'hui ont été définis dans la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014. Mais il y a voilà, quelques points d'amélioration qui sont possibles par rapport à la loi. D'abord, il y a certaines dimensions de la loi qui sont aujourd'hui méconnues ou très peu utilisées, notamment par les collectivités. L'agrément ESUS a été évoqué tout à l'heure. Il y a en ce moment une mission sur comment simplifier cet agrément ESUS qui est utilisé que par un très faible nombre de structures de l'économie sociale et solidaire et très peu connu de la part des collectivités, mais avec un potentiel, il nous semble, de développement. Un autre élément de la loi qui est assez peu connu, c'est la définition d'un commerce équitable nord-nord. Voilà, et qui, alors, notamment par rapport aux questions, enfin, à la crise agricole aujourd'hui, pourrait être un point d'appui pour, par exemple, dans la commande publique ou autre, pour définir, enfin, pour orienter des contrats d'engagement entre acteurs avec une visée de commerce équitable nord-nord. Le deuxième point, c'est que la définition de la subvention, donc, elle était un point important, notamment pour éviter la systématisation des marchés publics. Mais on n'a aujourd'hui quasiment pas d'éléments pour connaître l'impact réel de l'inscription de la subvention dans la loi. Et au sein des collectivités, on constate toujours une montée en puissance des marchés publics au détriment de la subvention. Et surtout, un des points qui a été indiqué dans la loi, c'est le principe de co-construction de la politique publique, donc c'est-à-dire le principe d'une construction conjointe entre acteurs publics et acteurs de l'économie sociale et solidaire de la politique publique. Mais cette co-construction de la politique publique, c'est pas facile d'avoir un mode de contractualisation après. Enfin, pour donner un exemple
pour illustrer ça, il y a eu un cas d'une collectivité qui avait identifié l'importance de créer une crèche sur son territoire, donc en lien avec les acteurs. Donc ça avait été inscrit dans le schéma de développement de la collectivité. Et quand il a fallu financer, l'acteur qui avait porté cette proposition, la collectivité a dit, non, comme c'est inscrit dans la feuille de route de la collectivité, on doit passer par un marché public, on ne peut plus faire une subvention. Donc, il y a souvent un peu des points encore de difficulté entre cette opposition entre subvention et marché public. Je vois qu'il y a une main levée. Floriane, je me permets de prendre les questions au fur et à mesure. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'après, comme on va passer à d'autres choses, est-ce que Pauline, Thomas, vous vouliez poser votre question maintenant? Oui, merci, mais vous étiez en train de m'éclairer à travers votre exemple, en fait, sur la question des marchés publics et des subventions. Je comprends, enfin, je comprends pas à quel moment la collectivité décide de passer, je bosse en collectivité, hein, pas en EPCI, mais de la subvention au marché public. J'ai pas compris en fait, qu'est-ce qui fait que la structure n'aura pas le choix en fait d'être sur un mode ou sur un autre, hein. Parce que je trouve qu'il y a parfois un intérêt de passer par les marchés publics pour les collectivités pour inciter à aller dans un sens ou dans un autre, mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'aura pas le choix de la subvention? Ça, je ne l'ai pas compris en fait. Alors, c'est la collectivité qui décide si, quand elle finance une activité, est-ce qu'elle lance un appel d'offres? Donc, est-ce qu'elle consulte, ou est-ce qu'elle lance un appel d'offres auprès de plusieurs structures en disant, par exemple, j'ai besoin d'aménager tel espace dans le quartier, faites-moi des propositions pour aménager cet espace dans le quartier. Donc, soit la collectivité peut, dans ce cas-là, passer par un marché public avec un cahier des charges où elle précise ce qu'elle attend. Je dis n'importe quoi, hein, telle couleur pour repeindre les murs, je veux qu'il y ait X arbres qui soient plantés, etc. Ou l'autre possibilité dans ce cas, c'est que la collectivité, une association a présenté un projet d'aménagement et la collectivité dit, OK, je vous subventionne, je vous finance pour le projet que vous avez présenté. Et une des troisièmes voies, ça serait les appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt, du coup? Alors, c'est effectivement une question qui est intéressante. Les appels à projets peuvent, alors c'est de la subvention, hein, en termes juridiques. Par contre, l'intérêt de l'appel à projet, enfin en tout cas de notre côté, mais on va organiser prochainement un webinaire justement sur intérêt et limite des appels à projets. Pour nous, l'intérêt des appels à projets, c'est que ça permet à la collectivité de définir un peu les orientations, le cadre qu'elle souhaite, mais ça laisse à l'association une latitude pour répondre, pour organiser la réponse, pour proposer des réponses. Ouais. Il n'y a pas de cahier des charges. Dans le cas d'un marché public, il y a un cahier des charges très précis qui est édicté par la collectivité. Dans le cas d'un appel à projet, l'association qui répond à l'appel à projet a une plus grande latitude pour proposer des réponses, et notamment des réponses qui peuvent être innovantes ou autres. Mais peut-être, Grégory, si tu veux dire un mot, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé en Bretagne, avec Ouais. notamment des guides pratiques sur qu'est-ce qui peut relever des marchés publics, de la subvention, de la délégation de services publics, hein. Je peux dire deux, trois mots, mais ça mériterait un webinaire à part entière. Effectivement, alors nos documents sont un peu anciens, mais on avait beaucoup travaillé sur la question du SIEG, qui est un outil qui est peu connu, qui permet d'encadrer la relation contractuelle entre une collectivité et un acteur ESS dans l'élaboration, dans la mise en œuvre d'un service, notamment de petite enfance, pour éviter de passer par des marchés publics et de la mise en concurrence. Donc, c'est de décréter que un certain nombre de services sont d'intérêt économique général et que du coup, à ce titre-là, ne passent pas par un marché public. Donc, il y a effectivement, on pourrait remettre en Florian, il faudra qu'on peut-être regarde un peu cette ressource-là. On avait produit un document sur la commande publique. Sur la commande publique, il y a, je trouve, un sujet, enfin, dans la relation contractuelle financière entre la puissance publique et
les structures de l'ESS, il y a un biais souvent qui n'est pas bien respecté, c'est la question de l'initiative. Et normalement, si l'initiative elle vient de l'acteur ESS, ça ne peut pas être un marché public. Voilà. Et de l'autre, souvent, si l'initiative vient de la collectivité, on est plutôt sur l'ordre d'un marché public. Et la subvention, l'intérêt, c'est qu'on est dans la logique de la co-construction. Et toute la difficulté dans cette logique de co-construction, c'est comment les acteurs ESS et les pouvoirs publics arrivent à se mettre d'accord par rapport à leurs propres enjeux. On le sait, le mouvement associatif d'une part et la CRES d'autre part est très vigilant ou critique sur les logiques d'appel à projet parce que ça se fait souvent en contradiction parfois avec les projets associatifs et la liberté d'initiative des structures SS. Donc, effectivement, les AMI sont un passage intermédiaire qui permet une mise en dialogue entre les collectivités et les structures. Mais vous le savez, je pense que vous rencontrez beaucoup de structures de l'ESS qui sont épuisées par des logiques d'appel à projet annuels dans lequel qui crée beaucoup d'insécurité, d'incertitude et qui vient souvent tordre le projet associatif et l'initiative. Voilà. Alors, donc, tout ça pour dire que entre l'intérêt de la collectivité, les enjeux de la collectivité, l'intérêt général que les collectivités portent et l'intérêt général que porte, ou l'utilité sociale que portent les structures de l'économie sociale et solidaire, il y a un chemin qui est à tisser, de rencontres qui est à tisser et qui n'est pas toujours simple. Voilà. Donc, on a des exemples quotidiens de non-ajustement, on va dire, entre la puissance publique et la collectivité et la structure SS. Ok, juste merci pour vos réponses. Cette question, là, si l'initiative vient d'un acteur ESS, alors ça peut être le choix de la subvention, ça s'est inscrit quelque part dans la loi ou dans les textes? Oui, la définition de la loi, justement, dans la loi de 2014, elle indique que la subvention, c'est lié à une initiative de l'acteur de l'ESS. D'accord, donc c'est quelque chose c'est un argument qui peut être avancé par les acteurs en local, ok, Ouais, devant les tout à collectivités fait. et les financeurs publics. Tout à fait. Ok, merci. Globalement, les acteurs de l'ESS sont sympas parce qu'ils ne font pas de recours Ouais. sur un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de décisions de collectivité qui sont litigieuses. Pardon, mais pourquoi, à partir du moment où il y a une proposition qui convient d'un acteur local, pourquoi la collectivité ne fait pas le choix de la subvention et complique en plus les procédures de marché public, enfin, que c'est quand même des procédures compliquées, notamment sur des gros montants. Pourquoi on n'y arrive pas en fait en local? Je ne sais pas si c'est une question naïve ou. Non, non, c'est une question qui est super importante. Un des points qui nous semblait, c'était le fait que la subvention ne soit pas définie dans la loi. Donc, c'est pour ça qu'on a été nombreux à porter l'importance de définir dans la loi la subvention. Donc, ça a été un point d'étape important, mais pas suffisant. Enfin, nous, ce qu'on on a comme point, c'est toujours les craintes de favoritisme ou de recours public si notre structure conteste la décision de subvention. Sur des choses, par exemple, la mise à disposition d'un local municipal pour une structure qui fait du court-circuit. Il y a des structures privées lucratives qui peuvent contester cette mise à disposition parce que c'est un avantage en nature donné par une collectivité. Donc, il y a cette crainte qui est quand même parfois assez largement surévaluée de la part de services juridiques de recours d'autres acteurs potentiellement, enfin pas lésés, mais voilà, qui pourraient potentiellement bénéficier de financement. Il y a vraiment cette crainte des services juridiques des collectivités d'avoir des recours. Autre exemple qui n'a rien à voir, dans le domaine des fourrières pour les chiens, ça a longtemps été géré par des associations qui avaient des subventions de collectivités. Depuis quelques années, maintenant une bonne dizaine d'années, il y a des entreprises privées qui
essaye de s'installer sur ce marché de la gestion des fourrières pour les animaux. Il y a une entreprise, il y a quelques années, qui attaquait systématiquement les collectivités qui finançaient par subvention une association qui faisait qui gérait la fourrière pour les animaux. Ok. Voilà, au motif que c'est un marché aujourd'hui et qu'il faut qu'il y ait une mise en concurrence. Mais là-dessus, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir apprécier au niveau local et de pouvoir aussi se retourner vers aussi bien la CRES qui a développé une expertise sur ce sujet. Au RTES, on a également embauché depuis l'année dernière une personne qui est en charge de l'appui conseil juridique auprès des collectivités et qui a eu l'occasion d'aborder ce point, par exemple, par rapport à une SIC dont la collectivité est sociétaire. Est-ce que la SIC peut être financer, répondre à un marché public alors que la collectivité est sociétaire? C'est des points juridiques qui sont souvent à l'interface du droit public et du droit associatif ou coopératif, et ce qui fait qu'il y a quand même globalement assez peu d'expertise sur ces sujets. Les services juridiques connaissent très bien le droit de la commande publique, le droit public, mais pas forcément le droit associatif ou coopératif qui peut apporter d'autres possibilités. Ok, donc ce qu'on vient de dire, ça s'applique aux structures de l'ESS. Oui. Ok, merci. Merci Anne-Laure pour ces compléments. Il y avait, je crois, Arnaud Tani qui avait levé une main, mais peut-être que c'était plus d'actualité. Je sais pas si c'était... Non, bah en fait, c'était la deuxième question de Pauline, donc très bien. Ok, merci. Et Thierry, du coup, tu voulais apporter les quelques compléments avant qu'on passe à la Oui, suite. je voulais revenir sur les différentes options de partenariat qui s'offrent aux collectivités et sur ce que disait en particulier Anne-Laure, sur le fait qu'effectivement, en tout cas, ce que je vois moi aussi dans ma pratique et dans les échanges que je peux avoir avec les collectivités, c'est la crainte plus ou moins justifiée de ces dernières de ne pas respecter les principes notamment de libre concurrence, etc., etc. Or, je tiens vraiment à souligner le fait que, justement, en définissant ce périmètre, et en disant que les structures du périmètre ESS ont une activité qui n'est pas la même que celle des sociétés commerciales, parce qu'elles ont une utilité sociale. Et c'est ça aussi l'intérêt de la définition de l'utilité sociale, c'est que ça marque la différence et le fait que les structures, entre guillemets, ne jouent pas dans la même cour. Et que donc, les collectivités sont justifiées et sécurisées juridiquement pour choisir entre une structure de leur territoire qui a une utilité sociale et la privilégier dans leur partenariat et un grand groupe national qui répondrait à un marché public. Voilà. L'utilité sociale des structures fait que vous êtes justifié en tout cas, vous êtes sécurisé à vous libérer des règles de concurrence. Et je voulais revenir aussi, l'État, il prend une grande part, donc je balaye également devant ma porte, mais on le voit tous, les pouvoirs publics, Grégory l'a dit, par facilité, parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui ont la main, ont tendance, et de plus en plus, à privilégier des modes de partenariat, AMI, AAP, appel à projet, commande publique, qui effectivement, de plus en plus, entrent en contradiction avec les projets des structures sur les territoires, en particulier avec le principe de liberté associative, et qui font que ces structures, pour répondre à ces appels à projets, à ces modalités, entre guillemets, descendantes de contractualisation, sont obligées, en quelque sorte, de réinterroger leurs propres projets, notamment associatifs, pour s'adapter à la demande des pouvoirs publics. Et donc, peuvent perdre notamment le lien avec leur projet initial. Et en plus, ce mode de contractualisation descendant fait que, en effet de bord,
et en plus, on leur reproche, on crée des phénomènes de chasse à la prime. Voilà, chaque structure va vouloir répondre à tel appel à projet parce qu'elle a besoin de financement pour assurer sa pérennisation, même si cet appel à projet n'est pas tout à fait en lien ou pas complètement en lien avec son projet initial, ce qui fait que voilà, on a des phénomènes un peu, alors plus ou moins marginaux, mais de chasse à la prime que les pouvoirs publics créent quelque part eux-mêmes et qu'en plus, à la fin, on finit par reprocher à certaines associations, moi je le vois moi-même, hein, au sein des services de l'État, il y a des associations auxquelles on reproche de faire de la chasse, voilà, d'être des chasseurs de primes. Or, quelque part, c'est un peu ce mode de contractualisation descendant qui crée ce type de posture aussi. Sur la définition de la subvention, effectivement, bon, on ne va pas faire un débat de juriste ici, mais la loi, en fait, n'a fait que, euh, je dirais, consacrer et geler l'état de la jurisprudence. C'est pour ça que, d'abord, le Conseil d'État était contre l'inscription de la subvention dans la loi. Politiquement, on a décidé de la réintégrer au moment de la discussion parlementaire, mais euh, c'est peut-être aussi ce qui explique qu'elle n'a pas entièrement donné satisfaction, c'est qu'elle ne faisait grosso modo que geler un état de la jurisprudence actuelle, enfin l'état existant de la jurisprudence. Voilà. Donc, il n'empêche que ça a quand même permis, peut-être au minimum, de clarifier justement, comme le disait très bien Anne-Laure, le champ d'intervention et les possibilités et aussi la manière dont une subvention se construit aussi. Ça a été très bien dit, c'est une subvention, normalement, on part de l'initiative d'une structure. Et donc, voilà, donc ça a permis peut-être de clarifier un peu le périmètre d'intervention de la subvention, mais on attend souvent beaucoup de la loi, un peu à tort à mon avis, hein. Il y a un fantasme de la loi aussi qui est très partagé en France. Voilà. Alors, Merci Thierry. ça n'est sans doute pas suffisant, mais voilà. Merci pour les compléments. On va poursuivre parce que je vois que le temps file et qu'il nous reste encore un petit peu de choses à dérouler. Anne-Laure, je pense qu'il restait un point du coup à voir. Oui, juste un point, c'est qu'en fait, donc la loi ESS 2014, en 2015, il y a eu la loi NOTRe qui a clarifié les compétences de chaque niveau de collectivité et qui a notamment enlevé la clause de compétence générale au département et mis la compétence économique pour les régions. Donc, ce qui a été très positif parce que ça permis d'inscrire le soutien à l'ESS dans les stratégies régionales de développement économique. Mais la difficulté, c'est que les entreprises de l'ESS ont bien sûr une activité économique, mais ont aussi une activité sociale ou autre, et que la loi NOTRe a pu restreindre les capacités d'intervention d'autres niveaux de collectivité, donc notamment les départements, les EPCI et les communes. Alors, pas forcément en Bretagne, parce que quand il y a une politique régionale d'ESS, ça permet, les politiques des départements ou des intercos, si elles s'inscrivent en lien avec cette politique, ça pose moins de problèmes. Mais dans les régions où il n'y a pas de politique régionale, ça pose des problèmes pour les autres niveaux de collectivité de pouvoir avoir une politique de soutien à l'économie sociale et solidaire. Et c'est voilà, un des points sur lesquels le RTES souhaiterait qu'à l'occasion des 10 ans de la loi, on réaffirme la possibilité pour tous les niveaux de collectivité, en lien avec leurs compétences, de soutenir les acteurs de l'ESS. Merci Anne-Laure. Je vous propose qu'on poursuive. Gaëlle, je vais pouvoir te laisser la main du coup sur la suite. Oui, alors moi, je vais m'attacher à prendre effectivement la suite d'Anne-Laure qui a déjà un peu énoncé voilà, les compétences des pouvoirs publics suite à la loi NOTRe, mais pas trop pour vous dire ce que vous ne pouvez pas faire, mais plutôt pour vous dire qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'ESS dans les différents niveaux de collectivité, et vous dire déjà que l'État, donc qui est représenté ici par Thierry Couret, ou la
région Bretagne, on est à votre disposition, les autres niveaux de collectivité, pour vous permettre de développer voilà, vos politiques publiques au niveau de l'ESS, parce qu'effectivement, le premier mot dans ESS, c'est bien économie, donc c'est des compétences qui reviennent de plein droit à la région, mais aussi aux EPCI qui ont ce développement économique en lien avec nous. Donc, on peut se dire qu'il n'y a que ces deux niveaux de collectivité finalement qui peuvent intervenir très directement au niveau de l'ESS, mais non, il n'y a pas que ce soit les départements ou les communes, parce que il a été dit depuis le démarrage que l'ESS n'est pas propre à un secteur d'activité, mais bien transversal. Vous pouvez, en lien avec vos compétences, promouvoir ou en tout cas faire en sorte de solliciter les structures de l'ESS pour développer vos services, pour voilà, développer des politiques publiques. Si je prends l'exemple du département, eh bien, tout ce qui relève de l'insertion est souvent porté par des acteurs de l'ESS, donc indirectement, vous soutenez leur développement. Et si je suis au niveau des communes, beaucoup de communes développent des actions, ou en tout cas, on sait l'importance du monde associatif en Bretagne. Et dans chaque commune, il y a forcément au minimum une association, mais je pense qu'il y en a toujours plus dans toutes les communes bretonnes. Donc voilà, ça c'est de l'ESS aussi. Donc très souvent, vous le faites aussi sans le savoir. Après, l'idée c'est de monter en puissance et de le rendre peut-être plus visible. Mais en tout cas, sachez que pour mettre en place ça, la région Bretagne a un service ESS. Donc n'hésitez pas, à un moment donné, je pense qu'il y aura des coordonnées qui seront passées, mais n'hésitez pas à nous solliciter. Puisque au même titre que le RTES, etc., on développe aussi des ressources, ou la CRES, on est tous en lien. Donc, si vous frappez à une porte, nous, l'objectif, c'est de vous rediriger vers les bonnes personnes. Donc, au sein de la région Bretagne, on a un service ESS avec des dispositifs qui sont propres pour aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais aussi l'objectif, comme notre but aux uns et aux autres, c'est de faire en sorte que cette économie prenne de l'ampleur et soit de plus en plus majoritaire, on va dire, sur nos territoires. C'est de faire en sorte que ça infuse dans les autres politiques, des politiques donc là plus sectorielles, et vous retrouvez en tout cas je vais parler pour la région Bretagne, dans les politiques voilà, agricoles ou politiques maritimes, tourisme, des axes de nos politiques qui sont en lien direct avec les acteurs de l'ESS. Donc il y a toujours, moi c'est ça que je veux vous passer comme message, il y a toujours un moyen de faire développer l'ESS sur vos territoires, quelles que soient vos strates de collectivité. Et je me tiens à votre disposition en tout cas pour vous donner un coup de main et vous faciliter la vie pour développer ça. Et des fois, alors je sais qu'il y a des élus, donc c'est qu'ils sont en partie convaincus s'ils sont là ce matin. Et puis, s'il faut aller convaincre aussi sur le territoire d'autres collègues, je suis à votre disposition, c'est mon rôle. Et on a parlé subventions et marchés publics. Je retiens quand même, puisque je suis en charge de la commande publique aussi à la région Bretagne, que la commande publique peut être un vecteur et un levier puissant pour soutenir et développer l'ESS sur nos territoires. Mais je vais en reparler un peu plus loin. Du coup, sur effectivement la déclinaison de la loi aussi sur les régions, hein, ce n'est pas propre à la région Bretagne. Il y a eu cette volonté de co-construire cette politique publique, donc comme ça a été dit par mes prédécesseurs, entre effectivement les pouvoirs publics, donc on va dire État-région, parce que c'est le binôme qui est constant à l'ensemble des régions françaises, et puis les acteurs de l'ESS, avec la CRES en premier lieu.
Et cette stratégie régionale, alors je précise tout de suite que ce n'est pas la stratégie du conseil régional, c'est bien la stratégie de l'ensemble du territoire breton. C'est à l'intérieur de cette stratégie, en fait, eh ben, chacun d'entre nous, on fait remonter ce qui nous semble pertinent en termes effectivement de structuration sur nos territoires ou en termes de thématiques. Et puis, ben, il y a un travail de concertation, de collaboration pour définir cette stratégie qui ensuite, en tout cas pour pour la région Bretagne, est intégrée dans nos stratégies économiques de manière globale. Et donc, on sait tous où on doit aller. On arrive au terme de celle actuelle, pardon. Donc, elle se termine en 2024. Et va falloir cogiter pour la suivante, donc 2025-2028. Et la conférence régionale, donc il y a un temps fort qui réunit l'ensemble des acteurs. C'est un moyen aussi, à ce moment-là, de faire un point d'étape. Elle a lieu tous les 2 ans, donc on fait un point d'étape et on se projette sur la suivante. Donc là, vous voyez, Thierry disait qu'on était précurseur en Bretagne sur la loi, et effectivement, le premier document stratégique au niveau de l'ESS en Bretagne a été fait effectivement avant la loi de 2014. Donc, c'est quelque chose évidemment que l'on poursuit. Je vous avoue que je vais passer rapidement sur cette slide-là parce que je vais vous parler de celle qui est à l'œuvre en ce moment. Donc, on a collectivement décidé de 3 axes prioritaires. Le premier axe, c'est autour des réponses que l'économie sociale et solidaire peut apporter aux transitions, et on s'est mis d'accord en fait sur quels étaient les secteurs qui nous paraissaient les uns et les autres, avec nos compétences là qui nous sont propres, prioritaires en termes de développement. Donc il y a des thématiques comme le vieillissement ou l'économie circulaire qui étaient déjà présents dans l'ancienne stratégie, qui est toujours d'actualité, qui le sera certainement aussi dans la suivante, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas épuiser, je pense. Et puis, d'autres thématiques sont apportées par les uns et les autres. Je sais que la région Bretagne, moi, j'ai milité assez fortement pour que l'ESS s'intéresse à tout ce qui relève du milieu maritime, parce que, il y a déjà des initiatives qui sont intéressantes, et que, encore une fois, comme c'est un moyen d'entreprendre, il n'y a aucun secteur d'activité qui doit nous échapper. Donc, il faut aussi aller vers ça. Et évidemment, le maritime est un enjeu important pour la région Bretagne. Sur l'axe 2, on vous a présenté tout à l'heure le fait d'avoir des pôles de développement de l'ESS sur l'ensemble du territoire breton. L'enjeu, c'est bien d'avoir un accompagnement en proximité, c'est-à-dire que à la fois les porteurs de projets qui souhaitent développer une activité selon ces modalités puissent trouver une porte pour avoir de l'information, des conseils, du réseau, mais aussi pour les collectivités territoriales. Donc, n'hésitez pas non plus à aller frapper vous-même. Bon, après, souvent, les EPCI sont en lien avec leur pôle de développement ESS, mais si ce n'est pas le cas ou pas suffisamment, n'hésitez pas à retourner leur voir, parce que l'idée, c'est bien aussi en tout cas pour nous qui soutenons ces pôles-là, de pouvoir répondre aux spécificités de cette manière d'entreprendre, et donc voilà, de pouvoir faire en sorte que le territoire soit maillé, parce qu'on sait bien que la proximité fait que l'ESS se développera. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'imaginer collectivement quels sont les outils qui sont les plus pertinents pour avoir un développement optimal et harmonieux. Et vous avez effectivement deux sujets sur lesquels on travaille peut-être de manière très précise en ce moment. C'est effectivement comment on accompagne les porteurs de projets depuis l'idée jusqu'au développement de leur entreprise, et comment les uns et les autres, il n'y ait pas de doublons, mais
mais on puisse avoir voilà, cet accompagnement pertinent pour que les projets se développent sur les territoires. Et de manière parallèle, comment est-ce qu'on accompagne aussi les collectivités qui souhaitent mettre en place des projets ou qui ont des problématiques sur leur territoire, comment l'ESS peut répondre à ces problématiques. Donc encore une fois, si vous avez voilà, des sujets sur vos territoires, n'hésitez pas à contacter les uns et les autres pour qu'on puisse cogiter ensemble. Et puis le troisième axe de cette stratégie régionale ESS, c'est évidemment de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde à s'intéresser à cette matière, à s'engager. Et on a un axe effectivement très fort aussi sur la jeunesse, parce que, bah voilà, comme sur beaucoup de sujets, on sait qu'il faut prendre les gens tôt pour pouvoir voilà, les acclimater entre guillemets à ces manières d'entreprendre. Et en tout cas, moi, je reste convaincue que si les jeunes si aux jeunes, en tout cas, on n'explique pas à un autre moment qu'il y a d'autres façons de faire, d'entreprendre, c'est sûr qu'ils vont pas forcément y penser tout seuls. Donc, la jeunesse est un axe collectif, voilà, envers lequel on a une attention particulière. Et puis, donc sur la participation, avec effectivement le département d'Ille-et-Vilaine, nous avons monté un club des élus au niveau de la région Bretagne pour effectivement pouvoir échanger, s'envoyer les bonnes pratiques, etc., voir ce que les uns et les autres font, parce que on a remarqué, donc avec Emmanuelle Rousset, qui est vice-présidente en charge de l'ESS au département, que depuis 2020 et les dernières élections municipales, il y avait eu beaucoup d'élus qui avaient été nommés sur l'ESS, beaucoup de services aussi ESS qui se sont créés dans les EPCI, et qu'à un moment donné, bah, il fallait aussi, ça pouvait être déroutant pour certains collègues élus, voilà, d'être nommés sur cette délégation. Et voilà, c'est un réseau, c'est le RTES, mais version, enfin, dans son souhait en tout cas d'échange et de partage d'expérience au niveau Bretagne. Donc voilà, très brièvement, hein, les trois grands axes de notre stratégie régionale au niveau breton. Et donc, on a aussi, on a souhaité, en tout cas au niveau de la région, mais je reste persuadée que c'est un axe et un angle très important, c'est la commande publique. Pour vous donner une idée, la région Bretagne, c'est 330 millions d'achats par an. Sur la région, toute collectivité publique confondue, on est à 5 milliards. Donc, vous voyez que c'est quand même, si les entreprises de l'ESS arrivent à aller sur ces marchés-là, c'est aussi un moyen de les soutenir, pas du coup par une subvention ou autre, mais c'est surtout leur assurer quand même une pérennité sur leurs activités, etc. Et encore une fois, le premier mot, il y a des entreprises, le premier mot, c'est économie, donc c'est avoir un modèle économique viable. Et donc, la commande publique peut être un très bon levier. Pour ça, il y a quand même quelques précautions. J'entendais tout à l'heure effectivement le débat entre subvention et marché public. Alors, je ne suis pas une partisane de la commande publique à tout va, hein, je vous rassure aussi, puisqu'on a même réintroduit dans la politique ESS des subventions qui ne se faisaient plus jusque-là, parce qu'il y a effectivement des intérêts à avoir ce moyen d'aide directe aux projets. Mais la commande publique, c'est le cahier des charges, en fait, qui est très important. Et c'est là où on voit effectivement qu'on peut amener les entreprises de l'ESS à intégrer ce genre de marché. On a parlé de l'agrément ESUS. C'est un moyen, hein, d'aller chercher des entreprises ESS.
c'est pas encore suffisamment développé, donc ça limite un peu le nombre de réponses. Mais en tout cas, dans l'écriture de vos marchés publics, il y a des choses, notamment si vous mettez en avant un prix à sa juste place. À la région Bretagne, le prix désormais ne dépasse pas 40% voilà, de nos critères de sélection concernant un marché. Et si vous introduisez par exemple la notion de coût global. Et là, on voit que les entreprises de l'ESS, elles arrivent facilement en fait à se détacher. Thierry parlait tout à l'heure de l'utilité sociale. C'est des choses aussi qu'on peut introduire dans les marchés. Évidemment, en parallèle de ça, il faut que les acheteurs publics soient, entre guillemets, assurés de trouver des entreprises de l'ESS qui puissent répondre à leur marché. Et donc, il y a un travail de sourcing qui est important. Et c'est d'ailleurs quelque chose, un travail plus précis qui va être commencé, notamment par la CRES, en lien avec la région Bretagne, parce que moi, je pense toujours qu'il y a vraiment quelque chose voilà, de vertueux dans cette démarche. Et la dernière chose que je voudrais notifier, c'est que peut-être peut-être le Covid n'y est pas étranger, évidemment, mais on a toute maintenant cette réflexion autour de la souveraineté économique, qu'elle soit agricole. Enfin, on entend parler de ce mot-là à peu près sans arrêt. Et nous, on a pris le parti aussi de ne pas forcément être sur de la réindustrialisation comme on peut l'entendre au niveau national, mais plutôt de relocaliser les productions. Et la relocalisation des productions, nous, elle passe par nos achats. C'est-à-dire qu'on va faire très attention voilà, à l'empreinte carbone, entre guillemets, hein, je vais vite, hein, mais à l'empreinte carbone voilà, des achats que nous pouvons faire. Et par définition, on sait que ça va être des achats qui vont être très localisés. Et ça, voilà, il y a un travail en cours qui est en train d'être fait au niveau de la région Bretagne avec un ensemble de partenaires et la CRES y est associée, mais plus largement, les acteurs de l'ESS y seront associés. Merci Gaëlle. Et pour vous dire également qu'il y a un webinaire qui est organisé dans le cadre de ce cycle de webinaires qui aura lieu le 28 mai et qui portera sur les marchés publics et justement les structures de l'ESS. La question du sourcing, il sera également abordé. Enfin, voilà, l'idée étant d'avoir un focus dédié sur le webinaire donc du 28 mai. Je vois qu'il y a une main levée, enfin deux mains levées. La première main, c'était Pauline Thomas, du coup. Quelle question ou réaction Oui, merci pour l'intervention. Moi, j'ai deux questions par rapport au marché. Donc, dites-moi si je vais trop loin par rapport au sujet du jour. Mais sur la question de la relocalisation des achats, sachant qu'en critère marché public, on peut pas forcément, enfin, on peut pas mettre l'origine comme critère de sélection. Vous, à la région, votre, votre biais, en fait, c'est d'aller vers le coût global. C'est une question. Et je pourrais prendre la Et deuxième question peut-être au passage, Pauline. C'était ouais. quoi votre Et deuxième la deuxième, c'était est-ce que vous pouvez développer un peu sur les marchés réservés, parce que c'est quelque chose dont on avait un peu parlé dans notre service, sur lesquels on n'a pas eu vraiment de réponse en fait, sur les marchés réservés ESS. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique et comment ça, sous quelle forme en fait, les lots Merci. réservés. Voilà, Est-ce merci. que Stéphane Guillou, peut-être si les questions sont sur le même sujet, juste pour Oui, voir. bonjour, c'est complémentaire. Dans le budget de la région, quelle est la part consacrée aux entreprises de l'ESS? Moi, j'ai pas très très bien entendu. Je sais pas si c'est possible de répéter. Oui, je vais essayer. Dans le budget de la région, quelle est la part du budget consacrée aux entreprises de l'ESS? Ok, merci. Gaëlle, du coup, je te laisse. Alors effectivement, dans les marchés publics, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle le localisme, hein, c'est-à-dire notifier l'origine des produits, enfin l'origine de l'achat. Enfin voilà, donc on trouve d'autres biais. Effectivement, on peut, nous, on est en train d'affiner au fur et à mesure hein, tout ce qui est empreinte carbone et donc ce fameux coût global du produit. Parce qu'en fait, c'est sur ça qu'on arrive en fait à resserrer les achats. Parce que effectivement, un produit peut
Et puis enfin, on voit bien ce que ça peut donner, hein. Un produit qui vient à l'autre bout du monde peut être acheté moins cher qu'un produit fabriqué à 20 kilomètres de chez nous. Mais dès qu'on intègre cette notion de coût global du produit, donc de son origine à même sa fin de vie et qu'est-ce qui va devenir en fin de vie, et ben là tout de suite déjà les produits qui sont faits localement vont être privilégiés. Et ensuite on a un document pareil, hein, sur nos achats socialement et écologiquement responsables. Donc c'est une obligation légale pour notre collectivité de l'avoir, mais on s'en est servi aussi pour se mettre des objectifs de performance, entre guillemets, sur nos achats. On a mis donc 10% sur les entreprises de l'ESS et on sait déjà qu'on est à 20%. Donc alors après il y a des questions aussi en termes de qui est comptabilisé qui sont un peu délicates, mais ça montre au moins qu'on peut progresser, mais pour ça effectivement il faut se mettre des objectifs et l'enjeu aussi pour la région Bretagne, et c'est pour ça qu'il y a un travail qui va s'engager avec la CRES sur ce volet achat public, c'est de renforcer et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises ou en tout cas voilà, d'acteurs de l'ESS qui puissent répondre à nos marchés publics. Et on travaille aussi en tout cas sur tout ce qui est volet alimentaire, puisqu'on est en compétence des lycées et donc de la restauration collective dans les lycées, ce qui est pareil, il faut fournir des denrées alimentaires pour 115 lycées bretons. On a créé avec les autres départements une centrale d'achat, Braise Achat, mais l'idée, c'est pas de faire des gros volumes, c'est au contraire d'être en capacité de faire de l'allotissement très fin sur les territoires et du coup d'avoir un maillage territorial très poussé pour que les producteurs locaux puissent y répondre. Et dans les producteurs locaux, je mets les chantiers d'insertion, par exemple en maraîchage, qui relèvent de l'ESS, ou des fermes agricoles qui auraient un statut coopératif, par exemple. Donc voilà, c'est un peu tout. Alors, on est au démarrage, hein, je ne vous dis pas qu'on est encore super musclé, etc. Mais en tout cas, on a pris cette voie-là. Et c'est aussi entendu de la part des acteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a un mouvement qui se crée et notre objectif, voilà, c'est un levier puissant de développement local, la commande publique, et l'ESS, son propre aussi, c'est de faire du développement local. Donc, il y a un moment donné, il faut que ça converge. Et autrement, alors, sur le budget des entreprises, je suppose que vous parliez au sein de nos marchés publics. Donc, on n'a pas mis un budget, on a mis voilà, un objectif à 10%. On est déjà à 20, je pense mes collègues l'avaient minimisé à 10, à 20. Et du coup, comme on n'a plus de plafond, on va essayer de pousser le plafond puisque notre SPADER doit être évalué fin 2025. Donc, on va essayer de tirer vers le haut au maximum. Merci Gaëlle. Anne-Laure, tu avais des compléments à apporter peut-être? Je crois que ta main est levée. Oui, merci. Oui, c'était par rapport à la question sur les achats de proximité, effectivement, comme voilà, simplement en complément de ce que disait Gaëlle, parfois il peut y avoir dans les marchés des formulations qui permettent de ne pas acheter que le produit final, hein, mais par exemple la maintenance autour du produit ou des actions de sensibilisation ou autres, et qui permet en fait une réponse plus particulièrement de structures de proximité. Voilà, donc par exemple l'achat de fenêtres, de mettre dans le marché qu'une fois par an, il y a un entretien qui est fait ou pour l'achat de produits alimentaires et des actions de sensibilisation dans les écoles, hein. Il y a aussi ça, voilà, c'est aussi quelque chose qui est permis par le Code des marchés publics et qui permet d'avoir des réponses de structure en proximité. Merci Anne-Laure. Et sur les marchés réservés, alors ça a été évoqué rapidement. Ah oui.
Aujourd'hui, enfin, bon, il y a des marchés réservés possibles pour les structures d'insertion par l'activité économique et pour les structures embauchant des personnes handicapées. Les marchés réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire sont encore aujourd'hui extrêmement rares, hein. Nous, on en a repéré un. On en a repéré un, c'est un marché du département d'Ille-et-Vilaine pour une action d'animation auprès des agents de la collectivité. Mais les conditions des marchés réservés aux entreprises de l'ESS de façon générale sont aujourd'hui beaucoup trop restreints. Et puis sur la question du coup des marchés publics en général, je vous propose du coup, comme je vois que l'heure file, que les questions complémentaires qu'il pourrait y avoir soient réservées donc pour le webinaire du 28 mai, ce qui me permet juste de vous présenter la suite des webinaires qui sont prévus. Donc on a encore 4 webinaires, certaines dates pour celles et ceux qui ont déjà eu la communication ont changé dernièrement. Donc le prochain webinaire qui aura lieu sur les marchés publics aura lieu le 28 mai. Ensuite, on a 3 webinaires à l'automne sur des thématiques assez diverses et variées. Une plutôt sur les mobilités durables, une plutôt sur le développement économique et les coopérations locales avec les structures de l'ESS, et une plutôt sur la partie agricole et alimentation qui aura lieu du coup en novembre. Il est tout à fait possible encore de s'inscrire puisque les différents webinaires sont encore ouverts sur le site du CNFPT. Et concernant donc les webinaires, les comptes rendus, les replays seront disponibles sur notre site internet, mais comme vous participez plus particulièrement à ce webinaire, on vous enverra le support qui a été présenté. Et pour celles et ceux qui s'intéressent plus particulièrement à l'économie circulaire, sachez que nous avons une newsletter dédiée à l'économie circulaire à la CRES et ce qu'on appelle des webinaires, des circulaires qui ont lieu à peu près 3 à 4 fois par an. Là, on n'a pas de date encore prévue prochainement, mais vous avez déjà les replays qui sont disponibles sur la douzaine de circulaires qui ont déjà eu lieu, ce qui vous permettra aussi d'avoir les informations sur les prochains circulaires qui pourraient avoir lieu, donc plutôt dédiés à l'économie circulaire. Des petites publications qu'on vous a un petit peu présentées à droite à gauche pendant le webinaire et que vous aurez l'occasion de retrouver du coup sur notre site internet. Et je vois qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que chaque intervenant est capable de nous faire un propos de conclusion en 1 minute pour qu'on ne déborde pas trop? Thierry, c'est un challenge pour toi. Le micro. Ton micro, Thierry. Ton micro. Toujours pas. Le micro, Thierry, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, non, je disais, je peux même sacrifier mon temps de parole. J'ai vu qu'il y avait une dernière question. Je veux bien sacrifier mon temps de parole à la dernière question. Ok, j'avais Je pas vu. voudrais pas qu'il y ait des participants qui partent Ah frustrés. oui, il reste en effet. Eh bien, c'est possible pour la dernière question, Madame Rétor ou Monsieur Rétor. Il faut ouvrir le micro. Ouais. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est Anne Rétoré, je travaille à la Glodvan. Je viens de prendre mon poste en tant qu'acheteuse publique. Ma question est la suivante. J'ai vu qu'il y avait plusieurs comment dire, formations dispensées dans le cadre de ce cursus sur l'ESS. J'ai voulu m'inscrire en ciblant mes participations. J'ai vu que j'ai eu l'impression, pardon, que le déroulé imposait une inscription à chaque étape pour Oui. accéder à l'étape qui m'intéresse. C'est bien le cas? Oui, il faut, pour chaque webinaire auquel vous souhaitez participer, il faut s'inscrire. C'est pas une inscription collective à tous les webinaires. Il faut Non, non, s'inscrire. alors je me suis mal exprimée. J'ai vu qu'il y a plusieurs, en effet, webinaires. Là, vous en évoquez 5 à venir. Je voulais cibler mes inscriptions sur ceux qui m'intéressaient particulièrement. Et en fait, je n'ai pas pu accéder aux webinaires, je vais être claire, qui concernent l'ESS et l'achat public. Comment je vais pouvoir articuler et intégrer l'ESS, enfin de favoriser l'ESS sans avoir un critère géographique dans mes marchés. Comment je vais pouvoir le faire? J'ai déjà une réflexion et je voulais cibler mon inscription à ces webinaires en particulier. Et au niveau du CNFPT, je ne pouvais accéder qu'à la première étape, la première marche, et monter les marches petit à petit pour accéder finalement à celle qui concernera la commande publique. Je voulais savoir si c'est moi qui avais raté une étape, quoi, en fait. Est-ce que je peux juste m'inscrire là où ça m'intéresse ou est-ce que je dois prendre le pack global?
Non, non, c'est exactement ce que j'essayais d'expliquer, c'est que vous pouvez vous inscrire au webinaire que vous souhaitez à 1, 2, 3 ou à l'intégralité des webinaires. Mais je vais voir, moi, du côté du CNFPT, du coup, s'il y a un problème sur les inscriptions. Mais normalement, le webinaire est bien ouvert sur la plateforme du CNFPT, parce que nous avons déjà des personnes inscrites. Donc, il est D'accord. tout à fait possible de s'inscrire C'est à peut-être un mes seul accès qui n'étaient webinaire. pas. Ben, je vais me renseigner moi de mon côté, mais normalement le webinaire est ouvert. Le code d'inscription, c'est le ESSW3. Donc c'est tout à fait possible de s'y inscrire sans s'inscrire aux autres webinaires qui auront lieu après. Il n'y a pas de souci. D'accord, super. Bon, bah, ESSW3. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu rapidement à mes questions. Merci. Pas de souci, merci. Je vois qu'il est 11h30. Le timing, il y a déjà quelques personnes qui ont commencé à partir. Je vous propose qu'on s'en arrête là pour aujourd'hui. Et puis, les propos du coup de conclusion des intervenants pourront, s'ils le souhaitent, être gardés dans le support qui sera envoyé. Mais globalement, chacune a déjà pu aborder les quelques propos qu'il souhaitait voir lors de ses interventions, qu'il souhaitait voir mis en exergue lors de ses interventions. Donc, merci à toutes et tous pour vos questions, vos remarques. Merci aux intervenants pour leur participation. Avant de ne quitter ce webinaire, je vous propose un petit temps de sondage très rapide que je vais lancer. Vous allez avoir une petite fenêtre pop-up qui va arriver devant vous. Donc, je vous invite à très rapidement cocher les cases. Il y a 3-4 questions. C'est vraiment pour faire un bilan là à chaud de comment vous avez ressenti ce webinaire. Et vous aurez ensuite un questionnaire plus complet qui sera envoyé directement par le CNFPT et qui vous permettra d'aller un petit peu plus en détail pour raconter plus spécifiquement ce qui vous a plu ou déplu. Mais là, on est sur voilà, une première approche. Je vous laisse tranquillement remplir ça. Et je vois qu'il y avait des questionnements peut-être dans le chat, dans des remerciements. Anne-Laure qui met aussi son mail. Peut-être que je pourrais le mettre du coup dans le PowerPoint pour que chacune puisse la voir. Merci Anne-Laure. Et Le voilà. mien aussi, je t'autorise à mettre mon mail, hein. Ok, merci Thierry. Je vous mettrai du coup pour chacun des intervenants les mails pour que vous puissiez chacune contacter les intervenants présents aujourd'hui. Eh bien, merci à toutes et tous. Si chacun a pu répondre, je vois qu'il reste encore quelques personnes, mais en tout cas, n'hésitez pas donc à remplir le petit formulaire et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée.